Alors, j'ai donc passé toute la journée aujourd'hui en compagnie de centaines de psychiques, médiums, extra-lucides, clairvoyants, clairaudients, venant des États-Unis, d'Europe et d'Afrique et du Canada, de partout. C'est donc, ils appellent ça ESP, Psychic Expo. Donc, un espèce de salon international sur les perceptions extrasensorielles et le développement du psychisme, etc. Et j'ai un kiosque d'information là sur mes activités. Puis à côté de moi, il y a tout un appareillage électronique sur 20-25 pieds. Aujourd'hui, la technologie est rendue à ce niveau-là. Alors, il y a des appareils à capter les ondes, les infras, les ultras, photographie Kirlian très, très développée, etc. Puis le kiosque qui était à côté de moi, c'était justement un de ces fameux appareils Kirlian, donc à photographier l'aura, les corps d'énergie, etc. Puis je regardais ça un peu d'un œil suspect, et la personne qui était là est venue me dire est-ce que vous seriez intéressé à ce qu'on vous prenne la photographie de votre aura? J'ai hésité un petit peu, je lui ai dit oh, pas plus que ça. Elle dit est-ce que vous êtes impressionné? Et je dis non, c'est peut-être justement le contraire. Je suis tellement peu impressionné que j'ai l'impression que je vais même pas impressionner la pellicule. Mais elle dit c'est intéressant, venez, on va faire un essai. Ça fait que finalement, j'y vais. Elle prend la photo, puis voici le résultat. C'est vraiment très spectaculaire. J'ai vu toutes sortes d'appareils Kirlian à date miniaturisés et tout, mais jamais aucun ne rendait l'aura avec autant de précision que celui-ci. Alors, on voit au moins 3 champs d'énergie là-dedans, qu'elle m'a expliqué, qu'elle m'a décrite. Je vous ferai pas toute la description, mais en résumé, elle m'a dit que j'étais un intellectuel occulte, psychique, avec une grande énergie vitale. Alors voilà, le rouge signifie l'énergie vitale, l'intensité du corps vital. Les autres points lumineux au-dessous, l'or, la couleur or et jaune, ce serait donc l'intellect occulte d'après elle. Et puis tous les points blancs autour, ce serait donc des facultés médiumniques latentes d'après elle qu'elle aimerait me voir développer, etc. Alors, j'ai trouvé ça intéressant parce que j'avais justement pas d'introduction à cette conférence-là. Ça en fait toute une, ça, d'introduction sur la multidimensionnalité de l'homme. On a une preuve ici, entre guillemets, expérimentale de ces corps ou de cette multidimensionnalité. Maintenant, je ne sais pas si ça a une valeur réelle. Est-ce que c'est un trucage? Est-ce que c'est une impression de pellicule? Est-ce que c'est de la lumière qui imprime sur la pellicule plus que l'appareil qui serait récepteur d'une lumière dégagée par le corps? Je ne sais pas. Fait que je voudrais vous soumettre ceci, puis dans un premier temps, me dire ce que vous pensez de l'aura en tant que phénomène général. Est-ce que vous vous accordez du crédit à la perception de l'aura, au diagnostic posé sur la perception de l'aura aussi, une nouvelle branche qui est en train de se développer? Oui, effectivement, l'homme est fait d'énergie. L'homme est une machine de radiation. Il irradie constamment. Et les hommes ont différents taux vibratoires. Et la science, cette science-là, va se développer, va aller très loin. Éventuellement, elle servira même à diagnostiquer la maladie humaine, et ainsi de suite. C'est absolument valide. Le problème avec la science face à ce phénomène-là, c'est l'attitude des gens. La seule chose, là, que... D'ailleurs, le phénomène de l'attitude, pour moi, c'est un phénomène qui est absolument bouleversant. Il y a des choses dans le monde, dans la vie, qui sont réelles. Le poltergeist, c'est réel. Les entités, c'est réel. L'astral, c'est réel. Il y a toutes sortes de niveaux de réalité. Mais où je mets des barrières, en tout cas moi, c'est en ce qui concerne les attitudes que les gens ont face soit à l'invisible, soit
à l'énergie, parce que les attitudes sont des mécanismes psychologiques qui deviennent éventuellement des barrières pour la canalisation d'autres facultés chez l'homme qui sont essentielles à la vie, essentielles à la connaissance, essentielles à la transmutation de l'homme. Donc, que l'homme avance sur le plan de la technique, comme dans ce domaine-là, c'est très bon. Mais que les gens développent des attitudes face à ça, ce n'est pas bon parce que ils vont s'intéresser à ces choses-là d'un point de vue psychologique. Et ils vont perdre conscience automatiquement. Et ce qui est important pour l'homme, c'est la conscience. Parce que la conscience veut dire la science. Et une fois que l'homme a la science, à ce moment-là, il peut apprécier d'une façon objective les différents niveaux d'évolution de cette science-là, qui servira éventuellement à l'humanité pour diagnostiquer, ainsi de suite. On peut probablement être dans un premier temps impressionné par ce genre de prouesse technologique, mais est-ce que la technique au service de la parapsychologie ne va pas dans le temps démystifier un petit peu toute cette coloration ésotérique ou les vieux manuels poussiéreux, occultes, etc. Est-ce que ça apporte pas une preuve tangible qui est valable pour l'homme du XXe siècle au niveau de la preuve expérimentale en prenant ce canal-là? Elle va démystifier, comme vous dites, les anciennes idées, mais d'un autre côté, elle va amener dans le champ de la conscience humaine de nouvelles idées. Et ces nouvelles idées-là risqueront, si l'homme n'est pas détaché de l'impression, de la fascination, risqueront de bloquer l'homme. Et c'est là que vous finissez avec des individus sensibles qui tombent dans ce que j'appelle le courant des différentes modes. Tout devient une mode. C'est ça, parce qu'après ça, on vous oriente vers un centre de développement des facultés psychiques. Oui, exactement. On me demande si je veux pas développer mes facultés de clairvoyance. Je dis pourquoi faire? Si je veux savoir quelque chose, j'ai juste à le demander à Bernard, je sais tout de suite. Pourquoi commencer à me mettre en position du lotus, aller chercher de l'énergie par le chakra de la couronne, etc. Okay. Il semble que tout ce qui se produit aujourd'hui au XXe siècle dans le domaine de l'occulte fascine. Et l'homme ne devrait pas être fasciné par ce qui est occulte. Je disais dernièrement dans un de mes livres, j'avais intitulé un chapitre, j'avais intitulé le livre « L'occulte de la pensée ». Et je démontre dans ce chapitre-là qu'il y a une différence entre l'occulte de la pensée et la pensée occulte. L'occulte de la pensée, c'est le pouvoir créatif de la pensée, qui est capable de passer à travers toutes les stratas organisées de l'énergie pour faire sortir de cette perception les lois de l'univers, autant sur le plan matériel que sur les plans psychiques. Ça fait partie de l'intelligence créative de l'homme, ça fait partie de la fusion de l'homme, ça fait partie de la pénétration de l'homme dans l'inconnu, ainsi de suite, à l'infinité. Il n'y a pas de relation psychologique entre l'occulte de la pensée et l'être humain. C'est simplement un mouvement vibratoire, créatif de l'être. D'un autre côté, si vous parlez de la pensée occulte, vous entrez dans une dimension psychologique plus avancée de l'homme, mais qui est limitée parce que justement l'homme pense occultement. Et si l'homme commence à travailler avec des machines comme celle-ci, moi je connais des gens aux États-Unis qui ont développé des systèmes de radiophonie qui sont capables de communiquer avec le monde astral, avec des entités. J'en connais ici au Québec aussi. Bon. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? Au lieu de prendre conscience de ce que l'homme fait scientifiquement, progressivement, et de voir ceci comme faisant partie de l'évolution de la science, comme de l'évolution du mental, nous devenons prisonniers de certains phénomènes, et cet emprisonnement-là nous empêche de réellement développer nos facultés. Parce qu'il y a deux façons de développer ces facultés. L'homme de l'involution, qui a appartenu à des sociétés secrètes, à des mécanismes, à des sciences occultes, a développé des facultés. Mais ces facultés étaient des facultés astrales. Autrement dit, c'est comme le phénomène du poltergeist. Les entités sur les autres plans vont utiliser votre champ éthérique, ils vont faire des choses avec. Mais ça, c'est violer l'homme. Alors que l'homme de l'évolution
dans la fusion de ces principes, on arrivera naturellement à avoir, sans aucun effort d'ailleurs, à reconnaître, à vivre sa vibration et à pouvoir exposer l'énergie de son mental dans le monde matériel ou dans le monde invisible. Mais il ne sera pas, lui, psychologique face à ceci. Donc, même s'il a des facultés, ces facultés ne seront pas astralisables. Vous prenez un homme aujourd'hui qui a des facultés médiumniques ou des facultés occultes, qu'est-ce qui se produit? Automatiquement, on voit et on sent une sorte d'égoïcité face à ceci. Et c'est ça qui fait que vous avez des individus qui éventuellement dominent des sections de certaines populations occultes. Vous avez des relations d'individus à des maîtres. Vous avez des relations d'individus à des magiciens. L'homme devient fasciné par ce personnage qui déploie des facultés occultes. Mais ce sont des facultés occultes qui sont le produit de l'ancienneté, qui sont le produit de ses expériences antérieures. Autrement dit, ça fait partie de la mémoire, de l'âme, ça fait partie des relations entre le monde astral des entités et l'homme lui-même. Donc, ces facultés occultes qui mystifient l'agent public ne peuvent pas faire partie de la conscience intégrale de l'homme. D'ailleurs, je le dis aujourd'hui en public, comme je l'ai déjà dit, plus l'homme deviendra intégral dans son énergie, plus il deviendra anonyme dans ses pouvoirs. Et l'homme nouveau, l'homme, si je regarde l'évolution de la conscience supramentale sur la Terre, de la supraconscience, si je regarde l'évolution de la sixième race racine, les hommes qui feront partie du noyau de cette grande concentration d'énergie seront totalement occultes, ils seront totalement anonymes. Ils vivront leur conscience sur des plans occultes, éthériques, éthérico-matériels, et lorsqu'ils reviendront dans la matière, ils passeront totalement inaperçus. Donc, il n'y aura aucune manifestation égoïque de leurs principes. Et c'est la différence entre les forces occultes, si vous voulez, de l'avenir et les forces occultes de l'évolution. Pourquoi? Parce que l'homme nouveau ne sera pas intéressé à utiliser des facultés supérieures pour la domination de l'homme. Ces facultés feront partie de sa fusion, donc elles ne pourront pas être utilisées égoïquement. Donc, si nous revenons à cette image intéressante que vous avez, vous prenez n'importe quelle personne qui passe à cette expérience et on lui dit, ah, ben, vous avez des couleurs de telle chose. Qu'est-ce qui se produit? L'ego s'enflamme. Donc, on lui dit, bon, vous devriez développer vos facultés. Donc, le bonhomme dit, bon, ben, donnez-moi l'adresse, je vais aller voir le bonhomme qui me fait développer les facultés. Donc, vous allez à tel endroit, vous entraînez, vous devenez sectaire. Vous perdez de la conscience. Vous allez passer votre vie à vouloir développer des facultés, et l'homme n'a pas à développer ses facultés. L'homme est créativement facultatif. Ce qui bloque l'homme de son expérience, ce sont les voiles de l'ego. Donc, à ce moment-là, au lieu d'être régi par des forces astrales qui font partie de votre sensibilité, l'homme en arrivera à être régi par sa propre lumière. Et il ne vivra plus ses facultés paranormales d'une façon égoïque, pour se donner un statut spirituel ou un statut occulte. Il vivra ses facultés occultes, créatives, en fonction de ce qu'il doit faire dans le monde. S'il doit se dématérialiser, s'il doit vivre l'ubiquité, s'il doit faire de la télépathie, il le fera en fonction d'un plan d'évolution de la conscience universelle de l'homme à l'échelle mondiale. Mais il ne le fera pas pour son propre plaisir spirituel occulte de petit magicien. Au moment de prendre la photo, on me dit pensez à quelque chose fortement. Puis j'avais rien dans la tête, puis il assisté. Il dit à quoi vous pensez maintenant? Je dis vraiment rien. Je me demande juste si le mari d'une girafe, c'est un girafe ou une girafe. Et non, vous n'avez pas quelque chose de plus intense que ça. Est-ce qu'il y a donc un lien, une relation entre l'émotion, la pensée, et puis le déploiement de cette énergie là? Est-ce que c'est relié, ceci? Oui. Cette énergie est, ils appellent ça l'aura. Cette énergie est le produit de l'actualisation du mouvement de l'énergie du plexus solaire avec le centre mental. Donc, cette énergie fait partie de la coloration de la conscience humaine, matérielle, planétaire. Il y a des énergies qui font partie de l'homme, qui ne font pas partie de ses centres psychiques animiques. Ils font partie simplement de son esprit.
Ces énergies-là ne sont pas aujourd'hui enregistrables, identifiables sur les pellicules, mais éventuellement, elles le seront. L'avantage de cette technologie, c'est de faire connaître à l'homme, aux scientifiques, aux rationnels, que le corps humain est un corps électrique. D'ailleurs, on le sait, le médecin le sait, les gens qui s'occupent de la science savent qu'il y a des pulsations électriques, c'est normal. Donc, ces pulsations électriques, en relation avec la matière, créent ce qu'ils appellent des auras. Mais ces auras font partie de la conscience astrale de l'homme. Ils ne font pas partie de la conscience mentale de l'homme. Bon, pour en finir avec cette affaire de photographie, là, finalement, quand il a fallu que je passe à quelque chose de plus intense, j'ai passé à la conférence de ce soir. Autrement dit, j'ai passé à Bernard de Montréal. Donc, en bonne cause, de juste droit, vous pouvez revendiquer, je pense, au moins les 3/4 ou la totalité de cette aura-là. C'est pas la mienne, c'est la vôtre. Non, il faut être objectif face à l'introduction de la science dans le paranormal. Pour que la science puisse réellement connaître, comprendre le paranormal, autrement dit, pénétrer dans les zones neutres de la vie, ce que j'appelle les plans parallèles, il faudra que la science soit née d'une conscience créative qui ne fait pas partie de l'expérience humaine, qui ne fait pas partie des sens, autrement dit, qui ne fait pas partie du corps astral humain. Et c'est là que l'homme pourra réellement vérifier la nature de son être matériel, vital, émotif, mental. OK. Donc, en attendant, ça, c'est juste un amuse-gueule. C'est pas le temps de résistance. C'est un amuse-gueule, mais c'est un amuse-gueule intéressant. Mais si nous devenons fascinés par ceci, à ce moment-là, nous retardons notre évolution parce que nous identifions ce que nous voyons à une dimension psychique de l'homme qui, dans le fond, n'est que l'électrification de ses principes. Et l'électrification des principes de l'homme, c'est normal. C'est l'homme. Vous marchez sur un tapis où il n'y a pas d'humidité, il y a électrification. Vous prenez des chocs. L'homme, c'est un être électrique. Et c'est ça que nous voyons. Bon. Les systèmes de croyances religieux occidentaux reconnaissent 3 corps. Corps, âme, esprit. Les orientaux, eux autres, en reconnaissent 7. Alors, corps physique, vital, astral, mental, inférieur, mental supérieur, causal, bouddhique, atmique. Un peu comme des poupées russes qui s'emboîtent les unes dans les autres. Où est-ce qu'on en est au niveau de la possibilité de définir ces corps? Où est-ce que ça s'arrête? Où se trouve notre limite? Si je vous demande... Le corps physique, bon, je sais que vous allez m'en donner une définition. Vital aussi, astral, on en parle souvent. Mental inférieur, oui. Supérieur, supramental, oui. Mais atmique et bouddhique, ce serait quoi l'équivalence de ceci? Il n'y a pas d'information du côté oriental là-dessus. Le corps bouddhique, c'est le principe universel de l'homme, de son esprit, en relation avec la fusion du double. C'est le corps qui permet à l'homme, sur le plan éthérique, de se séparer de l'âme pour devenir absolument vibratoire, c'est-à-dire absolument capable d'utiliser un autre temps pour son déplacement et la vérification à l'échelle de la galaxie, de l'information ou de la science, ou de la phénoménologie. Le corps bouddhique, c'est l'impression que crée la lumière dans le corps de l'esprit. Le corps bouddhique, c'est un corps qui ne fait pas partie de la conscience humaine, qui fait partie du mouvement de l'énergie du double dans l'esprit. C'est un corps qui est universel. C'est un corps qui servira à l'homme à partir du moment où il sera rentré dans la dimension de l'immortalité de sa conscience. Le corps bouddhique, c'est un corps qui fait partie de la relation étroite entre l'infinité absolue de la conscience et la particularité évolutive de l'âme sur le plan matériel. C'est un corps qui n'a de fonction, qui n'est perçu chez l'homme aujourd'hui qu'en fonction de sa pensée, mais extrêmement colorée. Un homme, par exemple, qui communique mentalement, objectivement, télépathiquement avec le double, il vit, il est dans son corps bouddhique. Mais tant qu'il ne peut pas dématérialiser, séparer ses corps, il ne peut pas utiliser son corps bouddhique comme principe d'évolution. Autrement dit, dans la fusion, l'homme nouveau découvrira que dans la fusion, l'esprit de l'homme
son identité à lui, a besoin d'un véhicule pour se déplacer dans les terres. Vous ne pouvez pas utiliser votre corps astral pour aller visiter des points dans la galaxie qui sont en dehors du système solaire. Un homme ne peut pas sortir du système solaire avec un corps astral parce qu'un corps astral est défini par le mouvement vibratoire de l'âme. Il n'est pas un corps dont le principe est cosmique. C'est un corps qui est purement planétaire. Il fait partie de la mémoire, il fait partie de l'expérience de l'homme, comme il fait partie de l'expérience de la race, et il est retenu à l'intérieur du système planétaire par la gravité des pensées, par la gravité des émotions qui constituent les égrégores planétaires, personnels, mondiaux, ainsi de suite. Donc, c'est un corps qui est limité. L'homme nouveau utilisera son corps éthérique, c'est-à-dire qu'il pourra utiliser l'énergie du double qui se manifestera à l'intérieur de son esprit pour se déplacer dans un temps créé. Ce temps nouveau sera le produit de la fusion. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est du temps. Du temps, ce n'est pas ce que nous pensons. Autrement dit, lorsque nous pensons, nous vivons la pensée, elle a un certain taux vibratoire et elle crée ce que nous appelons un temps psychologique. Mais le temps psychologique, ce n'est pas du temps, c'est simplement un aspect négatif du temps. Il y a des temps négatifs, il y a des temps positifs. Nous, les hommes, nous vivons dans un temps négatif, c'est pourquoi nous sommes obligés sur le plan de la pensée de toujours souffrir du temps parce que la pensée subjective de l'homme crée une temporalité négative. Sinon, nous ne souffririons pas du temps. Dans la mesure où l'homme va connaître la fusion, dans la mesure où le double et l'esprit vont s'unir, l'homme ne connaîtra plus la pensée subjective, donc il vivra la communication télépathique mentale, il aura une pensée parfaite, c'est-à-dire une pensée qui, étant le résultat de la fusion de l'esprit et du double, crée un autre temps. Donc à ce moment-là, l'homme entrera dans un corridor de temps qui lui servira de tunnel pour se déplacer en utilisant l'énergie du double à travers son esprit. Ceci lui donnera accès à ce qu'on appelle un véhicule éthérique. Un véhicule qui ne sera pas gravitaire. Un véhicule qui ne sera pas régi par les lois de la gravité universelle, ni sur le plan matériel, ni sur le plan de la pensée, ni sur le plan de l'émotion. À ce moment-là, l'homme sera libre, il pourra se matérialiser à volonté à distance, dans le monde, ici, ou sur d'autres planètes, et rentrer en communication, en conversion d'énergie avec d'autres intelligences. Mais pour ceci, il faut que l'homme crée un nouveau temps. Et le nouveau temps ne peut pas être créé tant que l'homme ne sera pas en fusion avec l'énergie du double, parce que l'énergie du double ne fait pas partie du temps. Ce n'est que l'énergie de l'esprit qui fait partie du temps, aujourd'hui qui fait partie du temps de l'esprit, et qui demain, à cause de la fusion, créera un nouveau temps. Et pour que l'homme crée un nouveau temps, il lui faut être absolument en dehors du temps psychologique de l'ego. Donc, il faut qu'il vive ou qu'il connaisse des pensées qui ne sont pas réflexives, parce que la réflexion de la pensée crée de la gravité. La gravité, dans le monde mental inférieur, crée une dissolution de la conscience humaine, donc une imperfection dans le rapport étroit entre cette énergie qui est cosmique, celle du double, et celle de l'esprit en évolution, et c'est ça qui empêche l'homme d'avoir accès à l'infinité. Pourquoi croyez-vous que l'homme trouve extrêmement difficile de pouvoir connaître ce qui ne se connaît pas? Pourquoi l'homme trouve si difficile de savoir ce qui n'est pas connu? Parce que l'homme ne s'intéresse sur le plan psychologique qu'à la connaissance, c'est-à-dire qu'il fait constamment vibrer en lui des pensées et des émotions qui créent un champ d'énergie gravitaire et qui empêchent son esprit d'utiliser l'énergie du double pour se créer un temps à l'intérieur duquel il peut voyager et se déplacer pour finalement savoir, c'est-à-dire reconnaître instantanément la nature des mondes invisibles comme la nature des mondes matériels. Donc, le phénomène de la connaissance sur la Terre, c'est un phénomène illusoire. Pourquoi? Parce que c'est un phénomène qui est né de la collusion psychologique de l'ego avec un phénomène cosmique qu'on appelle la pensée, mais vécu sur le plan émotif qui crée ce que nous appelons de la connaissance, donc qui donne conséquemment, dans la conscience humaine, sur le plan de l'énergie, qui crée un phénomène de gravité. L'homme est un homme gravitaire, et cette gravité, elle descend jusque dans sa matière. Et c'est pourquoi l'homme n'est pas capable de se libérer de ses principes, parce que il est forcément un être gravitaire, et un homme doit ou devra un jour pouvoir se libérer de son principe matériel. Mais pour qu'il se libère de son principe matériel, il faut qu'il n'exerce plus de gravité sur le plan de la pensée, sur le plan de l'émotion. À ce moment-là, il pourra facilement sortir de son corps matériel. Il pourra facilement sortir du système solaire.
Et il sera libre d'entrer dans un nouveau temps. Entrant dans un nouveau temps, il sera capable de s'instruire, il sera capable d'éduquer les races, les nations, il sera capable de faire vibrer dans le mental des hommes certaines énergies qui leur amèneront la possibilité de comprendre les lois universelles. Il sera capable de travailler avec des intelligences qui font partie d'autres galaxies. Il n'aura plus de problèmes humains. Il sera éthérico-matériel. Et n'ayant plus de problèmes humains, c'est-à-dire étant éthérico-matériel, l'homme vivra dans un autre temps, donc il actualisera sur la Terre le principe bouddhique. Mais est-ce que ça n'a pas toujours été perçu ou intuité par les grands penseurs ou les philosophes des différentes humanités qui nous ont précédés? Les Grecs parlaient de ce nouveau véhicule éthérique en termes de soma psychikon. Les initiés rosicruciens à travers le temps de la formation de la robe nuptiale, etc. Avec des termes colorés de leur époque. Mais tous ont entrevu le moment où le terme où l'homme était obligé de se développer ou de se créer un nouveau corps pour explorer de nouveaux univers qu'il créerait. Donc ça a toujours été su quelque part, jamais expliqué ou défini réellement. Mais oui, la connaissance de l'homme a toujours été là, mais l'homme a été toujours privé du savoir. Moi, je fais une très grande démarcation entre le savoir et la connaissance. Je connais des gens qui ont beaucoup de connaissances et qui sont totalement prisonniers d'elles. Donc, la connaissance, c'est une dissolution de la conscience. La connaissance, c'est l'illusion ultime de l'ego. La connaissance est une amuse-gueule de l'esprit inconscient. Le savoir fait partie de la fusion de l'énergie avec l'esprit. La connaissance est une distraction de l'esprit. Et au cours des siècles, la connaissance s'est raffinée. Ces principes fondamentaux sont demeurés dans les sciences occultes, mais nous sommes devenus totalement occultifiés. Et aujourd'hui, vous avez des gens qui sont arrivés à certains niveaux de connaissances occultes dans différentes sectes, dans différentes écoles, ainsi de suite, et qui s'aperçoivent qu'ils sont arrivés à un plafond. C'est absolument anti-intelligence de sentir quelque part un plafond. Dans le savoir, il n'y a pas de plafond parce qu'il n'y a pas de connaissance. Dans la connaissance, il y a des plafonds parce qu'il n'y a pas de savoir. Bien. Est-ce que je peux tester votre savoir en allant à la limite des connaissances actuelles en orientalisme? Okay. Dans la hiérarchie orientale, excusez, de tout ce qui compose les maîtres du passé et contemporain, incluant le Nazaréen, le Bouddha, etc. Au sommet de la hiérarchie, il y a un être qu'ils appellent le Sanat Kumara. Et cet être-là, supposément dans les Himalayas, comme toujours, on situe toujours ça dans une montagne, sur un sommet élevé, cet être-là est éternel, supposément. C'est comme l'ancien des mondes dans la Bible. Il est de tous les temps. Il a toujours été là, sa présence sur Terre. Mais son corps n'est pas un corps de chair, n'est pas un corps physique, c'est un corps de lumière. Ça s'arrête là. Ou ça commence avec vous. C'est quoi le Sanat Kumara? Le Sanat Kumara, c'est la distraction psychologique de l'ego face à la connaissance ultimement cosmique de l'âme. Le Sanat Kumara représente, pour l'oriental, pour les mystiques, l'ultime lumière astrale. Il est une lumière tellement vivante sur le plan astral que ces êtres-là sont obligés, au niveau de l'âme, de le situer dans une dimension matérielle mais incorporalisée, afin de se donner sur le plan mystique suffisamment de pouvoir gravitaire pour maintenir leur spiritualité. Le concept du Sanat Kumara, c'est un concept qui est valable pour la mystification de la réalité, mais c'est un concept qui n'a aucune valeur sur le plan psychique de la fusion parce que il ne fait pas partie du réel, il fait partie de l'astral. Le réel, ce n'est pas le réel. Ce que nous appelons le réel, ça ne fait pas partie de la connaissance. Le réel, c'est un terme que nous, en tant qu'hommes psychologiques, égoïques, cherchons à définir en fonction de la qualité psychologique de l'ego astralisé, mystifié, occulté sur le plan de l'âme. Ça, c'est le réel pour l'homme. Mais dans le fond, le réel n'a aucune réalité psychologique.
Je vais aller plus loin pour réellement mettre le doigt sur ceci. Nous, les hommes de la Terre, nous faisons partie d'une dimension mentale qui est obligée, pour vibrer, pour se reconnaître, pour se donner conscience, de penser réalité. Autrement dit, de penser absolument. Nous sommes obligés, égoïquement, pour des raisons émotives, de pouvoir en arriver à avoir une capacité de convertir notre mental, nos pensées, en faculté capable de nous donner une impression absolue de quelque chose qu'on appelle le réel. Ça, c'est l'illusion ultimement philosophique, métaphysique, occulte de l'ego. L'ego a besoin du réel pour donner à sa conscience planétaire une valeur qui tend vers l'absolu. Quand nous faisons ceci, nous sommes obligés de découvrir, et le phénomène de la pensée le fait. La lumière qui passe par la pensée de l'homme, par le mental de l'homme le fait. Nous sommes obligés de découvrir des absolus qui sont inviolables, des absolus qui ont à la fois la qualité cosmique de l'incorporalité et aussi à la fois la qualité matérielle de la physicalisation dans un certain endroit, parce que nous avons besoin, en tant qu'être égoïque, émotif et mental, de nous relier à une individualité cosmique qui a de la présence, afin que nous puissions, en tant qu'hommes, nous projeter dans un futur possible qui devient pour nous, en tant qu'être penseur, une manifestation éventuelle de notre immortalité que nous avons de besoin émotivement, spirituellement, psychiquement, occultement, pour nous sentir bien dans notre peau spirituelle. Ça, c'est notre ultime illusion. La fusion qui viendra dans le monde permettra à l'homme de se désengager psychiquement, psychologiquement de la forme mentale de la pensée pour nous amener finalement à ne plus avoir à penser à quelque chose pour avoir le besoin de nous définir émotivement face à une infinité. Nous deviendrons naturellement fidèles à notre énergie et absolument infidèles à notre connaissance. Devenant infidèles à notre connaissance, nous nous servirons simplement de la manifestation vibratoire de la forme pour amener dans le monde une science qui deviendra naturellement, conséquemment, pour l'humanité de la connaissance. Jusqu'à ce que cette même humanité en arrive au niveau de la 7e race racine, de se détacher du besoin de la connaissance pour convertir l'état mental, subjectif, astralisé, occulte, mystique, psychique, en un état totalement vide du besoin émotif de reconnaître en nous-mêmes un besoin de nous identifier avec une infinité, de nous identifier avec un Sunat Kumara. J'aime le concept du Sunat Kumara sur le plan de la connaissance occulte parce que sur le plan de la connaissance occulte, le Sunat Kumara représente la plus haute vibration astrale dans le monde de l'âme. Il représente le plus haut niveau d'évolution de la conscience anémique, mais sur le plan de la fusion, de l'évolution, il représente le début d'une infinité qui ne fait pas partie de la fusion, mais qui fait partie de la finalisation des karmas, qui fait partie de la finalisation des contrats entre l'homme, l'âme et l'esprit. Donc, dans la mesure où l'homme passera de l'involution à l'évolution, de l'infusion à la fusion, de la connaissance occulte à la connaissance parfaite, c'est-à-dire au savoir qui n'a pas d'origine et qui n'a pas de fin, l'homme n'aura plus besoin de se créer mystiquement, astralement, une image mentale d'un devenir cosmique, c'est-à-dire le Sunat Kumara. L'homme fera partie d'une intégrale conscience. Cette intégrale conscience ne sera pas le produit d'une réalité, elle sera simplement le produit d'une fusion, c'est-à-dire de la capacité d'une énergie qui est cosmique créative et qui a plusieurs niveaux d'évolution, en relation d'évolution avec un véhicule matériel, physique, plus tard avec un véhicule matériel éthérico-matériel, et plus tard, au stade de l'immortalisation, avec un véhicule purement éthérique, de sorte que l'homme, au lieu de se servir d'un concept spirituel mystique comme le Sunat Kumara, comprendra que le Sunat Kumara, le concept du Sunat Kumara, est un concept qui sert à identifier dans le monde de l'âme certaines énergies privilégiées de la lumière qui ne peuvent pas être comprises par l'âme ou qui ne peuvent pas être comprises par les entités, mais qui peuvent être réfléchies dans le monde de l'astral pour donner aux âmes ou aux hommes, sur le plan matériel, en voie d'évolution mystique, suffisamment de support moral, spirituel, occulte et psychique pour finalement comprendre qu'il y a en dehors de la matière
une dimension essentiellement très grande de l'homme, mais dimension qui ne fait pas partie de la mystique de l'invisibilité, mais qui fait partie de la destruction éventuelle du besoin de l'homme de prendre conscience spirituelle de l'invisibilité en relation avec le matériel pour lui pouvoir, sur le plan humain, s'identifier à rien. Et l'homme devra un jour en arriver à être capable de s'identifier à rien quand l'homme sera capable de supporter ce vide terrible où il ne pourra s'identifier à rien. Il deviendra sa propre identité et l'homme deviendra le Sunat Kumara. Autrement dit, l'homme deviendra la manifestation sur Terre d'une qualité astrale parfaitement descendue dans la matière, c'est-à-dire d'une qualité d'énergie dont la forme mentale, astralisée sur les plans astraux élevés, mais parfaitement intégrée dans l'énergie de ses principes. Donc, le plan matériel, le plan astral, le plan vital, le plan mental de l'homme ou les plans supérieurs de l'homme, au lieu d'être séparés en étapes, séparés en époque, séparés en temporanéité, autrement dit séparés en lieu de connaissance, ces principes deviendront l'expression vibratoire instantanée d'une énergie qui descend, qui part des plans les plus élevés dans l'univers vers les plans les plus bas dans l'univers, et ce sera ça, la fusion de l'homme. L'homme supportera le vide total de la connaissance et n'aura plus besoin de connaissance. Il sera capable de créer instantanément des formes pensées qui serviront de connaissance. Et lorsqu'il aura fini ceci, lorsqu'il aura fini lui-même en tant qu'individu conscientisé de donner, de parler, de dire des choses qui, pour l'humanité, deviendront la connaissance, il aura élevé le niveau de la connaissance de l'humanité, l'humanité se sera libérée de la connaissance, nous serons au stade de la 7e race racine, le Sunat Kumara, au lieu de devenir pour l'homme une manifestation cosmique de l'homme cosmique, le Sunat Kumara sera totalement désintégré, c'est-à-dire que l'astral n'existera plus. Donc, si vous me demandez essentiellement qu'est-ce que c'est le Sunat Kumara, je vous dirai que le Sunat Kumara, c'est la totalité de toutes les impressions astralisées à tous les niveaux, surtout au plus haut niveau, de ce que nous appelons l'énergie de la pensée et l'énergie de l'émotion. Éliminer dans une humanité, dans une race, sur une planète quelconque, sur un globe quelconque, l'émotion dans le mental, le Sunat Kumara disparaît, c'est-à-dire que l'astral disparaît, c'est-à-dire que la lumière de l'astral disparaît et se crée un nouveau temps. À ce moment-là, il y aura une nouvelle humanité, l'homme n'aura plus besoin de corps matériel, la disjonction psychique entre l'homme matériel et l'homme invisible disparaîtra complètement, et l'homme sera un être intégral, c'est-à-dire qu'il aura la capacité à la fois d'immortaliser sa conscience, de faire ressurgir sa conscience dans les différents lieux, dans les différents temps, et l'homme sera un être parfait. Il sera, autrement dit, ce qu'aujourd'hui les mystiques projettent spirituellement à cause de leur émotion dans le mental. Ça nous donne une idée un peu de ce que veut dire le Sunat Kumara. Si nous allons plus loin pour investiguer la nature du Sunat Kumara, le Sunat Kumara représente sur le plan psychique de l'ego, spirituel, psychique, sur le plan de l'âme, la dissolution du pouvoir de la volonté sur le plan terrestre et l'inscription dans le monde astral du pouvoir de la spiritualité. Le Sunat Kumara, sur le plan cosmique de la prochaine évolution, dans la mesure où les hommes deviendront parfaitement conscients, sera un concept qui ne pourra plus exister parce que l'homme conscient en fusion ne peut pas, à cause de son identité, à cause de sa fusion, il ne peut pas partager les secrets de la lumière avec d'autres concepts. Autrement dit, un homme conscient, non, je vais le dire d'une autre façon. La connaissance, ce que nous appelons, j'espère que je ne vous embête pas. Non, au contraire, mais j'allais vous dire, c'est parce qu'il ne s'identifie à rien. L'homme conscient ne s'identifie à rien. S'identifie à rien, il n'a besoin de rien. N'ayant besoin de rien, il est tout. Parce qu'il n'a pas besoin de quoi que ce soit pour être quelque chose. Étant tout, il n'a pas besoin, sur le plan égoïque, de s'identifier à un concept très élevé, très beau, dans la mystique orientale, tel que le Sunat Kumara. Parce que la connaissance ne fait pas partie de sa fusion. Un homme en fusion, la connaissance ne fait pas partie de la fusion. La connaissance fait partie de la pensée subjective de l'involution. Elle fait partie de l'infusion. Dans la fusion, la connaissance n'existe pas. Et ça, c'est probablement un
des aspects les plus extraordinaires de la vie, c'est que la connaissance n'existe pas dans la vie. La connaissance existe parce que des niveaux inférieurs de vie veulent s'élever en perception de son infinité. La connaissance existe parce que des niveaux inférieurs de vie veulent toucher à l'infinité absolue de ce qui est créé, de ce qui a été mis en marche. Imaginez-vous qu'un être, qu'une intelligence, qu'une entité, qu'un homme, à n'importe quel niveau, soit intéressé à la connaissance de l'univers. Il devient totalement dingue. Pour connaître l'univers, pour s'intéresser à la vie universelle, à tous ses principes créatifs, à tous les niveaux, les galaxies, les nébuleuses, les atomes, tout. Pour connaître tout, il ne faut pas être attaché à rien. Autrement dit, il ne faut pas avoir aucune parcelle de connaissance en soi. Lorsque nous n'avons plus en nous de connaissance, nous n'avons plus en nous de besoin de réfléchir à rien. Nous sommes alors libres d'investiguer n'importe quoi. Donc, nous avons la capacité intrinsèque absolue de définir la relation entre l'absolu et le particulier, entre ce qui est très élevé en plan d'énergie, en vibration, et ce qui est très bas en vibration. Mais nous ne souffrons plus. Moi, si je pensais, je deviendrais dingue. Je laisse ça à l'humanité, je ne suis pas intéressé à penser. Je déteste la connaissance. Que je puisse parler sans fin et donner et créer par le mouvement de la parole créative à l'homme de la connaissance. La seule raison pour laquelle je donne à l'homme de la connaissance, c'est pour qu'un jour il la fasse sauter. Je ne suis pas intéressé à donner à l'homme de la connaissance pour qu'il ait de la connaissance. Un homme qui m'écoute toute sa vie et qui vit ce que je dis sur le plan de la connaissance, éventuellement il se suicide. Pourquoi? Parce que je vais lui parler toute sa vie. Je vais défaire tout ce que je vais lui dire. Je vais complètement renverser ce que j'ai dit hier. Il va me dire, mais décide-toi, fixe-toi, et je vais me décider, je vais le fixer lui. Il n'y a pas de limite dans l'énergie, mais il y a de la limite dans le besoin d'avoir de la connaissance. Alors c'est ça, se libérer du connu. C'est ça, se libérer du connu. Se libérer C'est de la une maladie de l'homme, la connaissance. Okay. C'est pourquoi l'homme est malade. Donc, nous avons de la connaissance orientale, nous avons de la connaissance occidentale, ça fait partie de la progression mentale, psychologique, psychique de l'homme, parce que l'homme fait partie de l'évolution. Mais dans la mesure où l'homme va passer de l'évolution à l'évolution, de la personnalité à la personne, il ne sera plus intéressé à la connaissance. Pourquoi? Parce que la connaissance peut être détruite instantanément sur le champ par un autre niveau de connaissance, qui peut être détruite sur le champ par un autre niveau de connaissance, qui ultimement devient quoi? L'expression créative de la lumière à travers la forme. Qu'est-ce que c'est le savoir? C'est la lumière qui passe à travers la forme. Qu'est-ce que c'est la connaissance? C'est la vibration de la forme à travers la lumière. Donc, un homme conscient n'est pas intéressé à la connaissance. Il va avoir le plaisir de parler, il va avoir le plaisir de découvrir que ce qu'il dit, c'est intéressant, il va avoir le plaisir de détruire ce qu'il vient de dire pour trouver quelque chose de plus intéressant. Et c'est ça, le savoir. Le savoir, ça fait partie de la descente de la lumière dans l'homme, ça fait partie de la fusion. La connaissance, ça fait partie de la recherche de l'ego. Ça fait partie de la montée de l'âme. Ça fait partie du besoin de l'homme émotivement et mentalement de se rapprocher de l'infinité, lorsque lui-même, il est infinité. Donc, le Sunat Kumara représente, ultimement, pour l'homme en fusion, l'homme conscient, l'homme de demain, il représente l'ultime pouvoir du monde spirituel sur l'homme. Donc, le Sunat Kumara, quelle que soit la grandeur de son concept en tant que mystification de l'énergie mentale sur le plan de l'âme, sur le plan des entités, sur le plan des maîtres qui travaillent avec cette énergie, il représente complètement l'abolition de la volonté créative de l'ego. Donc, il représente la finalisation, la finalité de l'expression de l'homme. Il représente l'impossibilité de l'homme de dépasser l'évolution. Donc, le Sunat Kumara, dans la mesure où l'homme passera de l'évolution à l'évolution, il sera détruit dans la jonction de la lumière avec la conscience de l'être, avec ses principes. Si vous me parlez du Sunat Kumara, et si vous me demandez est-ce que j'aime le Sunat Kumara, est-ce que je suis intéressé au Sunat Kumara, je vais vous dire, ben, Sunat Kumara, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Bon. Si vous me demandez de le parler pour vous, pour l'humanité, je vais le parler pour vous, pour l'humanité. Si des gens ont besoin du Sunat Kumara, je vais vous leur en donner du Sunat Kumara. Mais ces hommes-là, un jour, ils seront tellement conscients de la réalité de l'énergie qui passe à travers la forme et qui fait vibrer cette forme pour créer des formes dans le monde astral mentalisé,
Ces êtres-là, un jour, feront vibrer l'énergie simplement. Ils ne se serviront plus de la forme pour comprendre la relation entre le monde de l'âme et le monde de l'esprit. Et lorsque l'homme sera dans le monde de l'esprit, il n'aura plus besoin de du monde de l'âme, il n'aura plus besoin du monde de la mémoire, il n'aura plus besoin de la connaissance occulte orientale et occidentale. Il sera lui-même un être créateur. Être créateur, ça veut dire quoi? Ça veut dire instituer dans l'instantanéité, à partir de l'existence mentale dans un autre temps, une capacité d'évolution. C'est ça, être créateur. Les hommes essaient de comprendre qu'est-ce que c'est la création, comment la création s'est faite, comment, est-ce qu'elle a un début, est-ce qu'elle n'a pas de fin. Mais c'est à vous de le dire, si elle a un début et si elle n'a pas de fin. Si vous avez la force de dire qu'elle n'a pas de fin et de supporter qu'elle n'a pas de fin, si vous avez la force de dire qu'elle n'a pas eu de début et de supporter qu'elle n'a pas de début, à ce moment-là, vous commencez à débuter dans la conscience, dans la science, dans le savoir. Donc, à ce moment-là, vous commencez à participer à ce mouvement créatif qui est la création. Donc, vous commencez à être créateur. Donc, vous commencez à sortir de la connaissance pour finalement comprendre les lois de l'infinité, les lois du temps, savoir qu'est-ce que c'est Dieu. Quels sont les dieux qui existent dans le cosmos? Parce qu'il y a des niveaux de vie mentale où il y a de la conscience collective extrêmement puissante qu'on appelle des dieux. Mais ces dieux-là ne font pas partie de la conscience créative, ils font partie de la conscience animique, ils font partie de la mémoire, ils font partie de l'impuissance. Dans l'univers intégral, il n'y a pas de hiérarchisation, il n'y a pas de possibilité à la lumière et à la matière de se distraire de son unité. La fusion de l'homme nouveau, la fusion de l'homme futur, ne permettra pas à ces hommes de vivre ou de connaître une distraction de leur relation avec l'énergie. Autrement dit, je dis que la fusion, c'est l'expression très avancée de ce que nous appelons la conscience atomique. La conscience atomique représente en elle-même la totale possibilité vibratoire d'un mode d'énergie à un certain niveau de mouvement. La fusion représente un mode vibratoire d'une certaine énergie à son propre niveau de mouvement. L'homme fusionné, l'homme en fusion, l'homme demain qui sera parfaitement intégré, représentera la 7e dimension de l'atome. C'est pourquoi il sera capable éventuellement de faire vibrer les atomes matériels, de transmuter la matière, de donner à la matière purement physique une autre vibration, un autre son, pour créer dans les mondes particuliers de l'éther des dimensions absolument extraordinaires, ce qui fera partie de la nouvelle évolution, de la nouvelle civilisation éthérico-matérielle. Et avec le temps, l'homme fera descendre ses formes dans la matière, donc le processus de la création continuera. Donc l'homme deviendra créateur comme des entités sur d'autres plans, dans d'autres mondes, dans d'autres temps, ont été créateurs de l'énergie, ont été créateurs du mouvement de l'énergie, ont été créateurs des nébuleuses, des planètes, de l'atome. Tout se crée. Pourquoi? Parce que tout se parle. Tout se parle. Pourquoi? Parce que tout se dit. Tout se dit. Pourquoi? Parce que tout est. Tout est. Pourquoi? Parce que tout ce qui est représente tout ce qui peut être converti en énergie. Donc, tout ce qui peut être converti en énergie devient conscience. Devenant conscience, il se manifeste. En se manifestant, il explose sur le monde, sur le plan où il est. Donc, l'homme n'a pas besoin de chercher une origine dans la constellation. L'homme n'a pas besoin d'un début dans la configuration. L'homme n'a pas besoin de fin dans la manifestation. L'homme n'a simplement à reconnaître, à connaître, à comprendre un jour que le vide absolu de la conscience, de son esprit, devient le plein absolu de sa fusion. Donc, l'homme devient créateur. Et l'homme deviendra créateur. Les êtres qui viennent d'autres galaxies, ce que vous appelez, vous, les extraterrestres, ce sont des êtres qui sont des êtres en fusion. Ils ont différents niveaux d'évolution. Il y a des extraterrestres qui sont tellement avancés qu'ils ne sont pas intéressés à venir vers la Terre. Il y en a qui viennent vers la Terre. Il y a toutes sortes de raisons. Si nous regardons ce que veut dire intelligence, nous voyons que le mot intelligence est un terme humain, c'est un terme qui fait partie de la conscience psychologique de l'ego. Être intelligent, ça n'a absolument aucune valeur pour un homme conscient. C'est de l'égoïcité. Ça fait partie de la connaissance. On a besoin d'être intelligent pour se sentir. Si nous n'étions pas intelligents, nous ne pourrions pas nous sentir sur le plan mental. Et alors, imaginez-vous un homme qui est très intelligent et qui se sent très intelligent, ben, il devient une botte d'orgueil. Et les hommes qui sont conscients et qui rencontrent des gens qui sont très intelligents et qui ont la conscience d'être intelligents, ces hommes disparaissent, ils partent. Un homme conscient n'est pas intéressé à rencontrer un homme intelligent, il est intéressé à rencontrer un homme créatif, qui, par sa créativité, amène dans le monde ce que nous appelons de l'intelligence, c'est-à-dire une forme parfaitement organisée pour le développement parfait de l'énergie, de l'évolution. Donc, c'est ça, un petit peu, l'affaire du Sunat Kumara. Un petit peu. Non, jetez plus, la cour est pleine.
J'avais promis aux réalisateurs de répondre aux questions des auditeurs, ceux qui ont vu les previews de l'émission L'Homme c'est inconnu. Il y a à peu près 16 questions exactement. Et qu'on n'aura pas le temps, il reste à peu près 10 minutes. Est-ce qu'on peut entamer ceci et puis continuer au mois d'avril prochain? Oui. OK. Première question. Vous dites faire sauter les formes. Voulez-vous définir le mot forme? Les formes pensées. Excusez-moi. Les formes pensées représentent notre façon de penser. Lorsque nous avons une façon de penser, nous vivons une forme pensée. L'homme qui connaîtra la conscience, qui se conscientisera, qui passera de l'évolution à l'évolution, sera obligé de constamment altérer sa façon de penser. Autrement dit, il sera obligé d'en arriver un jour à éliminer de sa pensée mentale l'émotion. Donc, les formes pensées deviendront de plus en plus parfaites, de plus en plus parfaites, de plus en plus parfaites. Et un jour, au lieu que l'homme pense, au lieu que l'homme vive de la pensée subjectivement, il vivra de la communication télépathique avec le double, il vivra le lien universel. Donc, il n'aura plus besoin de penser à quelque chose pour savoir. Il vivra une connexion directe entre son cerveau éthérique et son cerveau matériel. Il pourra parler et il verra que ce qu'il dit, c'est ça, et il s'occupera simplement de ceci. Donc, il n'aura plus besoin d'être prisonnier de la forme pensée, parce que la forme pensée, au lieu de représenter un égrégore d'énergie fait d'émotivité et de pensée, représentera simplement une énergie qui utilise une forme, mais une forme pure, une forme parfaite, qui n'est pas enregistrable dans le mental de façon subjective, qui est enregistrable dans le mental de façon télépathique, ou qui peut être manifestée par la parole de façon créative. C'est ça, détruire la forme. Que vous preniez n'importe quelle forme pensée dans le monde, n'importe quelle connaissance, l'homme un jour pourra regarder cette forme et la faire sauter, c'est-à-dire aller plus loin qu'elle, parce qu'il sera libre. Tant que l'homme vivra sur le plan de la forme pensée, il sera relié, obligé de vivre la conscience du libre arbitre. Donc, il ne sera jamais libre. On a dit dans un texte extrêmement populaire sur le plan occulte, d'ailleurs un très grand livre, que je respecte énormément, on dit le libre arbitre, c'est une dimension universelle de l'homme. Mais qui est-ce qui détermine qu'est-ce que c'est le libre arbitre? Est-ce que ce sont les entités dans des mondes parallèles qui manipulent l'homme, ou est-ce que c'est l'homme qui est libre? C'est l'homme libre qui représente la fusion de son énergie ou de l'énergie universelle de son double avec son esprit, qui a la prérogative, l'option de définir qu'est-ce que c'est le libre arbitre. C'est une insulte à l'intelligence de l'homme de se faire définir qu'est-ce que c'est le libre arbitre par des entités qui sont sur d'autres plans et qui se servent de l'involution de l'homme pour la manifestation sur la terre d'une connaissance occulte qui empoisonne et qui garde l'homme dans un certain giron. L'homme n'a pas à être gardé dans un giron. L'homme est un être en potentiel d'évolution créative. C'est lui qui dit si le libre arbitre, il est valable ou si le libre arbitre a été valable et pour quand et pourquoi et quand et jusqu'à quand. Et lorsque le libre arbitre n'est plus valable pour l'homme, c'est l'homme qui dit ce qu'il a de besoin pour être autre chose. Donc, l'homme devra apprendre à se libérer de la forme pensée. Un homme qui se fait parler du libre arbitre toute sa vie, moi, il a l'impression d'être libre, mais il ne l'est pas. C'est de l'empoisonnement subtil. L'évolution de la conscience supramentale. Nous sommes à l'aube de l'intelligence. Nous sommes au début de la conversion de l'énergie de la forme pensée en énergie vibratoire. Nous sommes à l'aube de la possibilité chez l'homme de détruire le pouvoir des dieux sur sa conscience. Nous sommes à l'aube de bloquer le pouvoir de la mort sur la conscience humaine. C'est pourquoi nous sommes à l'aube de l'immortalité. C'est pourquoi nous sommes à l'aube du savoir. Ah. Comment se forme une pensée si elle ne vient pas de nous-mêmes? La pensée, nous pensons que la pensée vient de nous-mêmes. Elle ne vient pas de nous-mêmes. La pensée vient du double. La pensée vient d'un niveau d'énergie intelligent ou d'un niveau d'énergie d'intelligence qui, lorsqu'il passe à travers le mental de l'homme, crée de la pensée. La pensée, c'est le produit de la conséquence du mouvement de l'énergie de la lumière à travers des étapes mentales, des plans mentaux qui constituent la réalité psychologique, psychique de l'homme. La pensée en elle-même n'a de valeur que de faire vibrer dans le plan mental de l'homme ce que nous appelons de la conscience. Qu'est-ce que c'est de la conscience?
de la conscience, c'est une impression créée dans le mental de l'homme pour lui donner l'impression d'être. C'est ça de la conscience. Et l'homme a besoin de la conscience pour avoir une impression d'être afin de ne pas créer en lui-même une dépression à cause de l'immédiat, à cause du mouvement immédiat de l'émotion à travers le mental. Descartes, il dit, je pense donc je suis. Mais il dit pas ce qu'il est. Ah, voilà. Hein? Je pense donc je suis. Je suis quoi? Je suis quoi? Je suis un penseur. Je suis dans la merde. Je ne comprends rien. Je ne sais rien. C'est ça, l'homme. Je pense donc je suis. L'homme devrait dire je parle, donc j'ai le pouvoir d'exprimer ce que je suis. Ah, ça c'est pas pareil. Mais de dire je pense donc je suis. S'il fallait que les hommes puissent prendre la valeur de ce qu'ils disent, lorsqu'ils disent je pense donc je suis, il y a beaucoup d'hommes sur la terre qui ne seraient pas beaucoup. Peut-on faire une différence entre la pensée qui vient de la mémoire et une pensée qui ne vient pas de la mémoire, une pensée réelle? La plupart des pensées de l'homme viennent de la mémoire. Elles sont colorées par la mémoire. Et lorsque l'homme vit une pensée qui ne vient pas de la mémoire, il vit un choc. Il se demande s'il est fou. Il découvre quelque chose? Il découvre quelque chose. C'est ça la différence. Il entre en contact avec l'inconnu. Il a peur. Il revient à la mémoire. Nous avons peur de l'inconnu. Parce que l'inconnu ne peut pas nous sécuriser au début. Parce que nous vivons du connu. Donc, la pensée de l'homme, la pensée subjective de l'homme, elle est colorée, elle fait partie de la mémoire de l'humanité, de la mémoire de l'individu. Et l'homme se sert de cette pensée-là pour se sécuriser égoïquement. C'est pourquoi, d'ailleurs, nous le savons sur le plan des initiations anciennes, égyptiennes, ainsi de suite, occidentales. Les hommes ont vécu des initiations. Pourquoi? Pour les faire sortir un peu du connu. Ils ont vécu des terribles expériences. Pourquoi? Parce que l'ego n'est pas à l'aise dans l'inconnu. Il est à l'aise dans le connu. Donc, pour se garder à l'aise dans l'inconnu, dans le connu, il travaille constamment avec ce linge sale qu'on appelle les pensées colorées. Mais aussitôt que le double lui fait passer une pensée qui n'est pas colorée, ah, il se demande qu'est-ce qui se passe. Ah, peut-être que je suis dingue. Je vais aller voir le psychiatre. Il n'y a pas personne qui pense comme moi. Il n'y a personne qui pense comme moi. Hein? Non, nous voulons penser comme tout le monde. Lorsque nous commençons finalement à être intelligents, c'est-à-dire à ne pas penser comme tout le monde, là, nous vivons la crainte. Donc, nous revenons au choral. Et nous pensons comme tout le monde, parce que nous sommes sécures. Et si le double veut fusionner, il va revenir à l'attaque. Une autre journée, nous avons une autre pensée qui n'est pas comme celle de tout le monde. Éventuellement, nous allons vivre la pression psychique dont nous allons en parler. Donc, les gens autour de nous vont dire, ah ben lui, il est dingue. T'es dingue. Là, le type, si on lui dit qu'il est dingue trop souvent, là, il va se questionner. Il va aller voir encore le psychiatre. Et nous faisons ça tout le temps. Nous sommes incapables de supporter ce que nous sommes, ce que nous savons. C'est pourquoi l'évolution de l'humanité sera très longue. Qu'entendez-vous par supramental? Supramental, c'est un mot utilisé. D'abord, supramental, c'est un terme qui a été utilisé par Aurobindo. C'est un très bon concept parce que ça veut dire au-delà du mental inférieur. Donc, le concept supramental, c'est un concept utilisé pour le moment pour faire comprendre à l'homme qu'il y a des dimensions de la pensée qui ne font pas partie de la connaissance du connu. Et un jour, on fera sauter le supramental. Quand l'homme sera conscient, il sera conscient. Donc, est-ce qu'il sera supramental? Je ne sais pas. Il sera certainement conscient. Ça veut dire que le supramental, aujourd'hui, c'est l'échafaudage autour de la conscience. Exactement, c'est l'échafaudage autour de la conscience. Et il y a des gens qui deviendront prisonniers du supramental. De l'échafaudage. Alors il faut le mettre à terre à un moment donné. Oui, exactement. Mais lorsqu'ils mettront à terre l'échafaudage, mais là, ils seront libres. Donc, mais nous sommes obligés d'utiliser des concepts, des niveaux de pensée pour amener l'homme à une conversion de son énergie mentale. Et lorsque l'homme sera conscient, il ne sera plus supramental ou inframental ou paramental ou mégamental, il sera simplement maniaque. Autrement dit, il aura la manie de lui-même. C'est ça être maniaque. Moi, je suis un maniaque. J'ai la manie de moi-même. Mais si vous me demandez si je suis supramental, je vais vous dire que c'est l'affaire de Robindo. C'est l'affaire de Robindo. C'est un grand bonhomme, ce Robindo. Ça revient à votre question, la forme.
Il faut de l'échafaudage pour monter une bâtisse. Mais si vous montez une belle